Inungwana, Yawangwana. Inungwana, Yawangwana. Inungwana, Yawangwana, Tushina wana kodi konie. Je suis donc Zakaria Ousmane, tchadien. Je suis natif de la région du Bahr-el-Ghazal, donc c'est un peu au nord du Tchad. J'ai fait des études d'agronomie, d'économie, de génétique et de statistiques. Mais il faut dire aussi que je m'intéresse extrêmement depuis un bon moment à l'intelligence artificielle avec tout ce qui suit. Ceci dit, j'ai travaillé très brièvement pour le gouvernement du Tchad avant d'aller faire tout mon cursus à l'étranger. J'ai étudié successivement au Cameroun, au Sénégal, avant donc d'aller aux États-Unis, où j'ai fait, disons, tout le parcours académique. Et à mon retour donc des États-Unis, j'ai travaillé pour le Bureau international du travail au Sénégal, dans une localité qu'on appelle Guérina, donc dans le Casamance. J'ai travaillé aussi à Kaffrine, dans la région du Sine-Saloum, et puis bien sûr pas très loin du Thiès à Tivaouane. Et après donc le BIT, j'ai travaillé pour un petit moment, 6 mois, avec l'UNICEF, où j'étais chargé donc de programme de développement. J'ai quitté l'UNICEF pour embrasser donc la FAO, où j'ai eu un petit moment avant donc de glisser vers le programme alimentaire mondial, où j'ai travaillé successivement au Soudan Nord-Sud, en Éthiopie, Érythrée, en Somalie, au Zimbabwe, au Burkina, en Mauritanie, Guinée équatoriale, bien sûr le Rwanda, Burundi, Ouganda, Zaïre, Congo, Angola, le Gabon. J'ai couvert Southern Pacific, j'ai couvert donc toute cette zone. Ceci dit, après avoir pris ma retraite, je me suis intéressé donc au monde académique, où je suis allé donc pour essayer d'enseigner un tout petit peu, de prévaloir la somme d'expérience que j'ai accumulée un peu partout dans le monde. Et c'est ainsi que j'ai donc eu à enseigner à Singapour, à NTY. Et j'ai donné aussi des cours à Marmara, en Turquie. J'ai très rapidement, pendant 70 ans, travaillé aussi, donné des cours au centre stratégique, des études stratégiques à Doha, Qatar, avant de venir. Et là, j'ai commencé un travail de consultant qui m'a amené successivement à couvrir tout le Sahel. Et donner des cours à Techi, donc au Kofi Annan Press Training Center, ça c'est au Ghana, Accra. J'ai travaillé, je donne des cours, et je continue de donner des cours à l'école de maintien de la paix à Bamako. Je donne des cours au Staff College à Abuja, Nigeria. Un tout petit peu, bon, donc je mêle l'utile à l'agréable, et c'est ainsi que, fort donc, de l'expérience que j'ai eue, j'ai accumulé dans le monde humanitaire, je me suis intéressé donc à tout ce qui constitue ce que nous appelons des crises émergentes. Et dans les crises émergentes, je me suis focalisé un tout petit peu sur le Sahel, où je me trouve précisément, et puis le bassin de la Tchad. Et là, évidemment, ce n'est pas les enjeux qui manquent, ce n'est pas les défis qui manquent, effectivement, j'ai voulu. Je me suis intéressé un tout petit peu, voir un tout petit peu de très près les causes, les conséquences et les solutions de tout ce qui pouvait exister comme conflit. Alors nous avons des conflits de nature purement humaine, c'est-à-dire un déficit de leadership, un problème de gouvernance. Nous avons aussi le conflit qui tire l'origine donc des causes naturelles, tout ce qui est changement climatique avec le mouvement des populations, etc. Et nous avons des conflits géostratégiques, c'est-à-dire ce sont des conflits dont les commanditaires sont un tout petit peu éloignés et qui tirent un tout petit peu difficile. Vous savez, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, l'Afrique constitue donc le présent et bientôt le futur, dans la mesure où sur les 43 minerais stratégiques, minerais, je dirais, critiques
des minerais rares, plus de la moitié se trouve en Afrique. Et dans cette Afrique, il y a plusieurs Afriques bien sûr, dans cette Afrique il y a le Sahel qui regorge de ces minéraux et bien sûr ça suscite beaucoup de dangers, beaucoup de convoitises et c'est ainsi qu'il y a des conflits qui nous sont importés tels que l'extrémisme violent, l'extrémisme idéologique parce que jusqu'à récemment le Sahel était simplement un bassin de tolérance. Je n'allais pas dire un islam syncrétique, mais pas très loin de là, c'est un islam extrêmement tolérant. Et subitement, donc depuis 2002-2003, on assiste à des violences à caractère idéologique sur fond d'interprétation de l'islam de vieux contre l'islam donc moderne. Ceci dit, il faut dire aussi que l'élément extérieur constitue l'élément fondamental dans la mesure où, très sincèrement, je crois qu'il y a beaucoup de ces facteurs de crise qui sont des facteurs exogènes, qui nous sont pratiquement imposés et qui constituent aujourd'hui le fondement. Donc on a beau trouver des solutions, on a beau chercher des solutions, les trouver au niveau endogène, ou disons au niveau local, tant qu'on n'aura pas résolu les facteurs exogènes qui nous échappent, on n'aura pas trouvé la solution définitive ou une solution durable. Nous sommes maintenant dans la guerre de 4e génération, ou bien ce que vous appelez la guerre hybride, les guerres hybrides, qui sont toute une nature. À l'époque, on parle de guerres classiques, les guerres classiques ont été dépassées, on parle de guerres asymétriques, on les a dépassées, maintenant nous sommes sur les guerres de 4e génération et nous sommes sur les guerres hybrides. Les guerres hybrides alluent plusieurs facteurs tactiques, mais par contre les guerres, disons, sur les 4e génération sont des guerres qui font intervenir des facteurs non identifiés ou non identifiables et qui font en sorte que l'équation se complique. Nous sommes un continent jeune, ça c'est la chance unique de l'Afrique. Nous avons un continent jeune avec 65% de jeunes gens, donc plus de la moitié se trouvent être éduqués, des jeunes qui sont hyper connectés, qui sont au courant des faits contemporains. Ça c'est la valeur ajoutée, honnêtement. La valeur ajoutée de cette jeunesse, c'est peut-être l'éducation, la santé. Lorsqu'on leur aura apporté ça, vraisemblablement l'Afrique sera à la pointe du progrès dans la mesure où le sous-sol africain regorge de ces minéraux stratégiques critiques. Nous avons une jeunesse qui a à la fois la qualité et le nombre, et bien sûr le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire, et tout ça constitue un potentiel de développement qui va tôt ou tard, disons, faire la différence. Donc il ne faut pas désespérer, il ne faut pas seulement voir aujourd'hui et demain, il faut, disons, voir les choses sur le temps long, voir un tout petit peu ce que représentera l'Afrique dans un avenir, bien sûr, très proche. Mais avant de parvenir à cette Afrique du futur, il faut absolument qu'on conjugue nos efforts pour pouvoir trouver des solutions durables. Il faudra qu'on prenne conscience qu'il y a une part de vérité qui nous concerne, c'est la question de leadership et de mauvaise gouvernance. Ça, c'est il y a aussi un effet aussi culturel. Il faut absolument que nous dépassons, disons, cette attitude d'attentiste. Il faudrait que nous ayons des initiatives, que nous prenions sur nous-mêmes l'engagement de faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une jeunesse totalement différente de ce que furent leurs parents et leurs grands-parents. Donc cette jeunesse, c'est celle-là qui veut. Il faut absolument que cette jeunesse soit consciente de son nombre. Et le nombre est une puissance. Il faudrait que cette jeunesse soit consciente aussi de son niveau d'éducation. L'éducation, vraiment, c'est une force de frappe énorme et que cette jeunesse se prenne en charge. Il ne faut pas qu'elle subisse. Cette jeunesse ne doit pas subir les événements et puis rester un tout petit peu veillante et attentive sur ce qui se fait. Elle peut faire la différence. Elle peut s'imposer parce qu'elle a le nombre. Elle peut s'imposer parce qu'elle a le savoir. Elle peut s'imposer parce qu'elle a la connaissance. Voilà en gros ce que je pense. Il ne faut pas absolument que nous soyons les victimes, si tu veux, de toute cette lutte de puissances, de grandes puissances, des puissances émergentes. Ça continuera. C'est sûr qu'on va solliciter l'Afrique. L'Afrique va être testée sur ce terrain. C'est à nous, Africains, d'être en mesure de savoir ce que nous voulons, de savoir où est-ce que nous allons et ce que nous sommes. Une fois que cette histoire-là aura été résolue, eh bien l'Afrique se prendra en charge et c'est plutôt
le sens inverse de l'immigration qui risque de se passer, parce que déjà, vous constatez dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, vous voyez un déferlement donc, des autres nationalités, des populations qui ne sont pas d'origine africaine, qui viennent s'installer en Afrique définitivement. Et ça, c'est une valeur ajoutée, ça nous aide énormément, parce que je crois, comme le disait le président Senghor, que l'avenir appartient au métissage. Et le métissage, qu'il soit culturel, qu'il soit technologique, qu'il soit humain, toujours est-il que le métier est une valeur cardinale sur laquelle il faut compter. Voilà en gros ce que je peux vous dire. D'accord. L'éducation, je vais investir dans le capital humain, tout passe par là. Sans éducation, il n'y a pas d'avenir pour l'Afrique, et moins encore le présent. C'est l'éducation et c'est par là. Tous les pays du monde qui ont réussi, l'ont réussi, ont réussi grâce à l'éducation. Pour être un bon agriculteur, il faut être éduqué. Pour être un bon éleveur, pour être un bon citoyen, il faut être éduqué. Ça, je focaliserai tous mes efforts sur l'éducation. La deuxième chose à laquelle je voudrais, c'est l'énergie. Sans l'énergie, il n'y a pas de présent ni de futur. Il faut absolument investir dans l'énergie. Et le reste, ce sont les deux éléments déclencheurs du progrès de l'Afrique et la marche en avant. Et ce n'est pas sorcier. Le jour où on se lèvera un matin pour constater que 80% des Africains sont éduqués d'une manière ou d'une autre, eh bien, nous allons constituer une masse critique dans les enjeux mondiaux. Le Sahel, pour moi, évidemment, c'est un syndrome, c'est plusieurs symptômes qui se manifestent. Mais très sincèrement, moi, je crois que c'est la justice sociale, il faut chercher. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tous ces problèmes, ce sont des problèmes, honnêtement, de pauvreté, d'inégalité, qui se sont accumulés au cours du temps. Un problème aussi, des problèmes environnementaux et un problème de survie, un problème, disons, d'établissements humains qui se compliquent un petit peu. Il faut vraiment investir massivement dans le développement socio-économique. Mais qui dit développement socio-économique dit d'abord un problème de leadership, de gouvernance. Il faut absolument qu'on essaie de régler cette question de gouvernance, parce que nous sommes souvent dans des situations où, la plupart des cas, les gens sont en marche de ce qui se passe. Bon, le progrès se limite simplement dans les grandes villes, les quelques grandes villes, et ça s'arrête là. Il faut investir. La deuxième chose sur laquelle il faut investir, c'est vraiment, après donc le côté politique, que j'appellerais leadership, gouvernance, démocratie, une présence socio-économique et résilience. Le troisième élément sera la sécurité au sens, si tu veux, militaire du mot, au sens sécuritaire du mot. Parce qu'il y a une sécurité humaine qui constitue ce que c'est le développement. Il y a une sécurité sur les politiques qui constitue tous les enjeux, la participation des citoyens à la chose publique. On doit régler cette question de transition, cette question, disons, d'alternance. Il faut absolument vraiment aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on s'accroche, qu'on se trompe de sujets et d'optique. Le problème africain, il est essentiellement un problème politique, un problème d'incapacité de gérer ces continents. Sinon, on peut avoir nous avons donc cette possibilité. Et le troisième élément sera l'axe sécurité. Mais l'axe sécurité, c'est vraiment pour des actes criminels seulement. Parce que la pauvreté constitue une menace, mais si la pauvreté n'est pas un acte criminel, donc on peut la traiter par des moyens tout à fait différents, c'est-à-dire développer, impulser le développement, créer les conditions nécessaires. Ce n'est pas à l'État de faire le développement, l'État n'en demeure pas moins, constitue le bassin, il crée les conditions nécessaires pour permettre le développement, donc d'avoir lieu, pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et exprimer tout son potentiel humain dans la chose publique, pour permettre à quelqu'un d'avancer un tout petit peu. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Sahel est synonyme, c'est un mode d'insécurité. Mais l'insécurité ici est prise dans le sens strictement, dans le sens étroit de problèmes sécuritaires, problèmes de banditisme et de criminalité. Mais qu'allez-vous faire avec le problème de dégradation de l'environnement? Que faites-vous avec le problème de pauvreté, le problème d'accident, le problème de migration, le problème de fertilité, etc. Il y a énormément d'autres problèmes. Et je crois que ces problèmes ont été occultés. Et on se concentre sur un petit élément de cet ensemble en nous focalisant uniquement sur la dimension purement
sur les criminels des menaces sécuritaires du Sahel. Je crois que d'abord, le centre des études stratégiques que je dirige s'occupe de deux choses. D'abord, nous interrogeons le passé pour comprendre tous les phénomènes contemporains, le moment présent. Et nous apportons une solution aux problèmes posés, ou bien des solutions aux problèmes posés. À partir donc de ce qui se passe aujourd'hui, nous essayons de contempler ce que représente ou ce que sera un tout petit peu le futur en termes soit de prévention, soit en termes d'anticipation. C'est un continuum entre les études stratégiques et les études prospectives. Ça, c'est un peu, disons, le credo de mon centre. En ce qui concerne l'agriculture, eh bien, nous avons, en Afrique, nous avons la chance d'avoir le soleil, qui est un élément fondamental dans la production agricole. Nous avons les terres arables, nous avons l'eau, qu'elle soit de l'eau souterraine, que ce soit de l'eau surface, sans parler donc des pluies. Nous avons tout ça, nous avons des bras valides. Alors l'agriculture, à mon sens, doit faire 5 choses en Afrique. La première des choses, l'agriculture africaine doit être capable de nourrir son homme. La deuxième chose, c'est que l'agriculture doit être capable de dégager un surplus commercial. Le troisième élément, c'est que l'agriculture doit être capable d'impulser l'industrialisation en produisant beaucoup et encore mieux. Quatrièmement, l'agriculture africaine doit être capable d'offrir des emplois continus à ceux qui sont impliqués, que ce soit en aval, que ce soit en amont, sur toute la chaîne de production. Et enfin, l'agriculture africaine doit être génératrice de revenus. Voilà les 5 éléments sur lesquels, fondamentalement, nous devrons porter nos efforts. Le terrorisme, effectivement, aujourd'hui, c'est le buzzword. Tout le monde parle de terrorisme à motivation idéologique. Et lorsqu'on parle de terrorisme à motivation idéologique, on cible très souvent l'islam, parce que nous sommes dans un environnement où 90% de la population pratique cette religion. Il n'y a même pas moins que le terrorisme, c'est tout acte qui terrorise un individu est un terrorisme. Il peut y avoir le terrorisme d'État, sans aller. Et puis, le problème du terrorisme à base idéologique, même si on le ramène très facilement au contexte musulman, peut couvrir toutes les autres religions. Les autres religions ont leur façon d'expression, leur façon d'exprimer, d'une façon peut-être très violente. En ce qui concerne donc le phénomène terroriste dans la sous-région, qu'il s'agisse du bassin de la Tchad, qu'il s'agisse aussi dans le Sahel, il faut dire aussi que le Boko Haram a une histoire. Et cette histoire remonte aux années 1960. Et progressivement, dans tout phénomène, les phénomènes ont cette façon, cette capacité de muter et de changer progressivement des années 60, 70. On explique ça par l'islam, mais c'est pas forcément, l'islam n'a pas le monopole, disons, de la violence terroriste. L'islam, comme toutes les autres religions, a sa façon d'expression. Et aujourd'hui, très facilement, dès qu'il y a quelqu'un qui apparaît, la première des choses, c'est de chercher à savoir est-ce que c'était musulman. Enfin, je crois qu'on fausse un peu le problème tout petit peu. Les actes terroristes peuvent être multiples, multiformes, et il ne faut pas le ramener à cette plus simple expression qui est, disons, cibler l'islam. L'islam n'a pas le monopole de la violence, tout aussi bien que les autres religions. Chaque religion, avec tout le respect que nous devons aux unes aux autres, chaque religion a sa façon d'expression de faire passer un message. Ceci dit, pour revenir sur ce qui se passe pratiquement dans la sous-région, dans le bassin du lac Tchad, nous sommes confrontés au problème du terrorisme religieux et idéologique dans le bassin du lac Tchad. Et comme vous le savez, nous avons donc le JAS qu'on appelle le Jamaat al-Da'wa al-Jihad, et puis vous avez le SWAP qui est l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ce sont les deux versions de ce que vous appelez très souvent Boko Haram. Parce qu'eux-mêmes ne s'appellent jamais, ne se nomment jamais Boko Haram. Je crois que Boko Haram, c'est un peu le fait, disons, des médias. Je crois que c'est plus facile à prononcer donc les gens.
mais ce sont deux versions. Donc il y a une des factions qui relève de l'État islamique, donc avec un État à construire, une administration à mettre en place, et il y a l'autre aussi qui relève de Al-Qaïda, qui cible sur les pays, qui cible aussi l'ennemi numéro un pour ça, c'est disons l'Occident, disons la culture occidentale. Ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est très lent, ça nous prendrait énormément de chance. Et je crois qu'il y a une trajectoire dans toute histoire religieuse, dans toute histoire de violence ou bien dans toute histoire de terrorisme, il y a toujours une insurance. Et je crois que de plus en plus, nous assistons à une sorte d'adaptation, une sorte de résilience développée par ces systèmes. Je crois qu'on est passé des années 79 aux années 99 jusqu'à la naissance de ce qui fut Youssoufia. De Youssoufia, on est passé donc dans les années 2000-2001 à ce qu'on appelle les talibans nigérians, les talibans noirs, un tout petit peu, avec leur base à Kanama dans l'état de Yobe. Et progressivement, à partir de 2002, il y a donc ce phénomène qu'on appelle maintenant Boko Haram, mais ils appellent ça le Da'wa Sunna Jihad. Donc, ils ont différentes interprétations de ce qu'ils sont. Bon, toujours est-il que le nom Boko Haram a pris possession donc, de la scène médiatique, et puis on continue à les appeler les Boko Haram jusqu'en 2009, en juillet 2009, avec les attaques du commissariat à Maïdougouri et Dampierre. Il s'est déclenché sur une sorte de confrontation entre donc, ces éléments entre parenthèses Boko Haram et le gouvernement. Il y a eu à peu près 1000 personnes tuées. Ainsi de suite. Après 2009, le mouvement a perdu son leader, qui est le charismatique Mohamed Youssouf, qui était son émir. Il est décédé dans des circonstances qui restent à élucider. Il n'en demeure pas moins que le mouvement est allé souterrain jusqu'en 2010-2011. Il a réapparu sous une version maintenant beaucoup plus radicale, beaucoup plus violente, avec le leadership de Chekao, qui est pas un garçon de cœur, qui est extrêmement violent. Et je crois qu'à partir de 2011-2012, le mouvement a connu un schisme. Il y a eu dans Ansarou, qui est une version de Boko Haram, et il y a le Boko Haram jusqu'aux années 2014-2015, avec donc la séparation fondamentale de ce mouvement en deux. Il y a une version typiquement Chekao, qui donc relève un tout petit peu de la stratégie d'Al-Qaïda. Il y a l'autre versant qui relève de l'État islamique avec Al-Bernawi ou Mohamed Nour, qui veut construire. Je crois qu'avec la disparition de Chekao, le mouvement jasse est en partie de vitesse, mais reste à savoir est-ce que ces éléments ne vont pas se reconvertir et puis rejoindre les swaps de Bernawi. Bernawi a aussi une sorte d'administration, il a une aire géographique qui lui est propre, il administre, il fait donc, disons, sur toutes les questions, il rend justice, il fournit tous les services de base qui ont manqué, et je crois qu'il est en train de faire une opération de charme pour pouvoir attirer la sympathie, sinon attirer énormément les gens qui, jusqu'à un moment donné, étaient terrorisés par la version Chekao. Je crois que nous trouvons. Maintenant, il faut vraiment arriver à revoir la copie que nous avons utilisée jusqu'ici, qui consiste à aller en confrontation directe pour savoir exactement est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens moins violents pour pouvoir changer de paradigme et nous engager dans une sorte de dialogue et voir exactement ce qui pouvait disons, peut-être nous conduire à des solutions violentes. Parce que si on s'inscrit dans la violence, on va continuer dans la violence. Et je me souviens, quand j'étais il y a longtemps, je l'ai vu en Afghanistan, et l'Afghanistan s'est inscrit dans cette logique de violence. Et malheureusement, ça n'a pas payé, parce que de toute façon, tout le mouvement, à un moment donné, devient résilient. Je me souviens, quand j'étais en Somalie, c'était Al-Jihad, après Al-Ittihad
Nous avons assisté à l'évolution de l'Union des travailleurs islamiques, après c'est Al-Shabaab, et ça continue. Et Dieu seul sait qu'est-ce qui adviendra ou qu'est-ce qui viendra après Al-Shabaab si jamais on arrive à défendre. Mais il faut simplement vous dire que c'est un système de rhizome. Vous avez beau couper l'extérieur, il se régénérera. Et il faut simplement essayer de ne pas aller dans leur stratégie, ne pas se prendre en piège pour pouvoir chercher une confrontation vraie. Parce que ça, c'est leur terrain de prédilection. Parce que là, ils entretiennent le flou, ils entretiennent la violence et ils trouvent un moyen de perdurer et de rester. Et finalement, on arrivera à la conclusion que les solutions militaires n'ont pas marché. Il vaut mieux peut-être tirer cette conclusion maintenant plutôt que de le faire 10 ans après. Voilà ce que j'ai en ce qui concerne le mouvement terroriste à dominance idéologique et religieuse. Eh bien, l'Afrique doit et se doit de rattraper le train dans la mesure où que nous sommes dans une autre civilisation. C'est une civilisation maintenant qui porte sur l'intelligence artificielle. Nous allons avoir 5 domaines qui vont donc dominer le monde, c'est-à-dire les nanotechnologies avec tout ce qui suit, c'est-à-dire la mobilité virtuelle, l'aéroespace, l'aérodynamique. Nous allons voir aussi tout ce qui est biotechnologie, donc la biophysique, la biomédecine, les CRISPR, compagnie. Nous allons voir l'informatique quantique. Nous allons voir bientôt, bien sûr, tout ce qui est robotique. Le robotique est déjà présent dans notre quotidien. Il suffit simplement de regarder qu'est-ce que c'est pas. Et enfin, nous allons voir les génies génétiques avec tout ce qui est l'homme augmenté, tout ce qui est les cellules souches un tout petit peu, ça va révolutionner le monde. Et je crois que nous nous sentions un tout petit peu au devant donc, de ces défis. L'Afrique a d'abord la chance d'avoir les minéraux qu'on utilise pour les équipements. L'Afrique a aussi les minéraux qu'on utilise aussi pour les batteries de longue durée pour ses entretiens. Et lui reste seulement l'algorithme. L'algorithme, donc ça c'est tout ce que la composante logicielle programmatique, c'est une question de connaissance et de transfert de technologie. Et ça, c'est un savoir que l'Afrique peut maîtriser. Et l'Afrique peut se positionner très sincèrement. Aujourd'hui, je pense que si la Chine a pu le faire, eh bien, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne puisse pas le faire. Je ne pense pas qu'il y ait un cerveau chinois différent de celui d'Afrique, ou bien un cerveau différent, un cerveau américain ou européen différent de celui d'Africain. Nous avons même le même cerveau, nous avons la même capacité. Et bien l'Afrique va honnêtement être la détentrice donc de 2 éléments. Nous avons les minéraux qu'on utilise pour les équipements, les minéraux qu'on utilise pour les batteries du futur, et puis il reste à l'Afrique une seule chose, c'est rentrer dans l'algorithme, dans tout ce qui est sur les savoirs et connaissances en matière donc de logiciels. Et ça, je crois que l'Afrique peut le faire, et je crois que nous sommes bien partis pour certaines. Les générations à venir vivront une Afrique extrêmement ravissante, luisante, et bien sûr, mais le futur pour moi commence aujourd'hui. Le futur se conjugue au présent. Tant que vous n'avez pas pris conscience de votre potentiel, de votre capacité, on ne pourra pas vous positionner. Je crois qu'on est en train de... Moi, je fais vraiment confiance à la jeunesse africaine. Honnêtement, je fais confiance. Je suis sidéré quand je vais dans les rues de Lagos, à Abidjan, à Ouagadougou, à Bamako, à Dakar, à Kigali, au Caire, à Khartoum, à Addis Ababa, à Lilongwe, à Johannesburg, et j'en passe. Et quand je vois cette jeunesse vibrante qui est hyper connectée, non seulement hyper connectée, qui est au fait de tout ce qui se passe, et bien je me dis, eh bien la révolution africaine a commencé et l'Afrique sera certainement au cœur des événements à venir. L'Afrique sera le continent qui sera envié, qui sera adulé, qui sera honnêtement l'Afrique, disons, la mère du monde. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Eh bien, je ne peux pas me permettre d'avoir, disons, la prétention de l'Union. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et tout ce que je pourrais dire à la jeunesse africaine, c'est qu'elle croit en son potentiel, qu'elle a réellement la capacité de faire partie de ce monde d'aujourd'hui et de demain, et qu'elle ne désespère pas, qu'elle ne tombe pas, disons,
sous les sirènes, disons, de tout ce qui peut les détruire, tel que les questions de drogue, telles que les questions, disons, de se joindre à des mouvements violents, etc. Ça ne sert à rien. L'Afrique, les Africains, la jeunesse africaine a de beaux jours devant elle et je crois qu'il faudrait qu'elle soit consciente. Les dirigeants africains, eh bien, on va les puiser au sein de cette jeunesse qui est en train de monter et je crois que c'est cette jeunesse qui sera une jeunesse totalement différente. Je souhaite à cette jeunesse, honnêtement, beaucoup de succès, surtout beaucoup de courage. C'est qu'il ne faut pas qu'elle recule devant les difficultés, les défis du moment. Ces défis sont passagers et que je suis sûr que cette jeunesse africaine se trouvera certainement au devant de la scène mondiale. Merci.